Bonjour à tous, bienvenue pour cette 16e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu plus longue pour deux raisons principales. La première, c'est que la rétrospective de la Coupe Davis sera très longue. Je vais parler d'une époque de l'histoire du tennis belge vraiment très importante. La deuxième raison, c'est que il y a eu cette semaine une victoire sur le circuit ITF, celle de Grete Minen, et je vais donc vous présenter le portrait de Grete Minen. Je terminerai évidemment par les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les classements, comme chaque semaine. Mais tout de suite, je vais vous présenter donc cette page importante de l'histoire du tennis belge et de la Coupe Davis, avec la fameuse épopée Wacher-Brichamp. Directement après la guerre, le fils de Jean Wacher, Philippe, va prendre la tête de l'équipe nationale belge. Il n'a que 22 ans à l'époque, mais il semble vraiment doué du même talent que son père. Et d'ailleurs, il sera champion de Belgique à 9 reprises en simple, à 10 en double, donc c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, contrairement aux joueurs des années 30, lui, il va réussir une très belle carrière, également au niveau international, avec en point d'orgue, en 1957, un quart de finale à Roland-Garros. Outre cette performance à Roland-Garros, il va également atteindre 4 fois les huitièmes de finale dans le Grand Chelem français, et également 3 fois les huitièmes de finale à Wimbledon et une fois à l'US Open. C'est le premier Belge à vraiment performer là-bas dans le Grand Chelem américain. Il sera en plus pas bon seulement en tennis, puisqu'il va aussi faire partie de l'équipe nationale belge de golf et être champion de Belgique de squash en 1954. Et en plus de ça, il sera aussi l'avant-centre du Royal Club Léopold en hockey. Alors Philippe Wacher, un petit peu à l'image de son père 20 ans plus tôt, ne parviendra pas tout de suite à briller en Coupe Davis, en grande partie parce qu'il est très mal accompagné. Les autres joueurs de l'équipe à l'époque n'ont pas le niveau international. Il parviendra tout de même à atteindre une demi-finale de zone européenne, mais c'est très peu par rapport à son score personnel qui jusque-là est de 12 victoires à 4 en individuel, donc c'est vraiment très bon. Heureusement, en 1949, il va être rejoint par un jeune joueur très talentueux également, qui s'appelle Jacques Brichamp. Alors Jacques Brichamp, lui qui était surnommé Jackie, c'était un joueur plus puissant, plus physique, plus athlétique, et également plus accrocheur que Philippe Wacher, qui lui était plutôt un talent pur. Philippe Wacher était un Bruxellois, Jackie Brichamp était un Carolo. Malgré tout ce qui les opposait, ils ont formé une équipe vraiment très homogène pendant plus de 10 ans. Donc Jackie Brichamp, il va très tôt démontrer ses capacités en remportant la première édition de Roland Garros Junior en 1947. Super bon joueur de tennis durant les mois d'été. Il est également très polyvalent comme Philippe Wacher, puisque lui, il va démontrer ses capacités sportives en basket. Il fera partie du 5 de base de la fameuse équipe du Royal 4 qui a été quintuple championne de Belgique entre 1952 et 1958. Côte à côte, Philippe Wacher et Jackie Brichamp vont écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la Coupe Davis belge. Dès 1950, ils vont atteindre les quarts de finale de la zone européenne, où ils seront battus par l'Italie, qui est vraiment une des plus grandes équipes européennes des années 50. L'année suivante, ils sont battus au même stade par l'Allemagne du très grand champion Wilfried van Cram. Et leur premier exploit, c'est en 1952 qu'ils le réalisent, en battant tout d'abord la Suède de Sven Davidsson, qui est un futur vainqueur de Roland Garros, et la France pour se hisser en finale de la zone européenne. Là, en finale, ils vont de nouveau rencontrer l'Italie. Ils vont être battus 3 victoires à 1, mais les 4 rencontres iront au bout des 5-7. Ils font mieux encore en 1953. Ils forgent leur exploit en quart de finale en battant les Britanniques, puis en demi-finale où ils arrivent enfin pour la première fois à bout de l'équipe italienne. Malgré leur défaite en double et le fait qu'ils étaient menés 2-1 au samedi, ils arrivent à renverser la situation et à l'emporter 3-2. En finale, ils jouent contre le Danemark. Ils perdent leurs 2 simples face à l'excellent Kurt Nielsen, qui était finaliste 3 semaines plus tôt à Wimbledon. Et malgré cette défaite dans les 2 simples, ils l'emportent 3-2 avec un double épique notamment, où ils remontent de 2 manches à 0, un handicap de 2 manches à 0, pour s'imposer et se qualifier et remporter donc cette zone européenne. Vainqueur donc de cette zone européenne,
La Belgique est d'abord amenée à rencontrer l'Inde, qui est invitée à cette occasion, avant de pouvoir affronter les Américains dans la petite finale, avant donc le Challenge Round. Ces rencontres se disputent en Australie, toutes ces équipes se rejoignent en fin d'année là-bas en Australie, puisque c'était l'Australie le tenant du titre et c'est eux qui accueillent pour le Challenge Round. Bon, ça va être une formalité, hein, ce premier tour face à l'Inde, malgré que ça se joue sur gazon. Et surtout, la finale interzonale contre les États-Unis va être encore une fois une grande rencontre où les Belges vont s'incliner, mais non sans combattre, notamment grâce à Jackie Brichamp, qui arrive à battre en 5-7 Vic Sexas, qui était quand même le vainqueur de Wimbledon 6 mois plus tôt. Mais Tony Trebert, qui était le numéro 1 mondial chez les amateurs à l'époque, scelle la victoire américaine en remportant ces deux simples en 3-7. Malgré tout, cette performance en 1953 prouve que la Belgique est une grande nation du tennis mondial et qu'elle a mérité sa troisième place mondiale, puisque quelques jours plus tard, l'Australie bat les États-Unis en finale de Challenge Round. Donc Australie numéro 1, États-Unis numéro 2 et c'est la Belgique qui est la troisième équipe mondiale en 1953. Malheureusement, l'année suivante, Sven Davidson prend sa revanche en demi-finale. En 1955, là, la Belgique est vraiment surprise par le Chili, qui étonnamment jouait la zone européenne dans les années 50. Et Philippe Wacher prend très mal cette défaite, notamment sa défaite lors du match décisif contre le très modeste Hammersley, un joueur qui n'a pas vraiment marqué l'histoire. Et donc après cette rencontre, Philippe Wacher décide de mettre un terme à sa carrière. L'année suivante, 1956, Jackie Brichamp, vraiment trop esseulé, ne parvient pas à éviter une défaite en quart de finale. Philippe Wacher est convaincu par la fédération de revenir sur sa décision et il reprend la compétition en 1957. Une excellente décision puisqu'il va réussir avec Jackie Brichamp à écrire une nouvelle belle page de l'histoire de la Coupe Davis pour la Belgique. Cette année-là, en 1957, dès les quarts de finale, ils sont malmenés par le Mexique, qui mènera 2-1 après le double, mais ils vont s'en sortir. Idem en demi-finale, face à la Grande-Bretagne, également mené 2-1. La Belgique va s'en sortir grâce notamment au dernier match de Jackie Brichamp, qui bat Mike Davis, le meilleur joueur britannique de l'époque, en remontant un handicap de 2-7-0. En finale de la zone européenne 1957, c'est à nouveau l'Italie, le grand rival, qui se dresse face à nous, notamment avec le très grand champion Nicola Pietrangeli, qui aujourd'hui encore est le joueur le plus capé de l'histoire de tous les pays en Coupe Davis. Donc la Belgique va être menée 2-1 après le double, à nouveau, comme en quart, comme en demi-finale, mais le dimanche, Jackie Brichamp va sortir un grand match face au numéro 2 italien Giuseppe Merlo, pour l'emporter en 5-7 et ramener les équipes à égalité. Dans la dernière rencontre, Pietrangeli mène 2-7-1 face à Philippe Wacher, lorsque l'obscurité va pousser les deux joueurs à rentrer au vestiaire. La rencontre va se terminer le lendemain, et Philippe Wacher va réussir à renverser la situation et à remporter les deux derniers simples dans une ambiance de folie. Sur ce central du Leopold Club, qui porte donc le nom de Paul de Bormann, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Normalement, c'est un stade qui peut recevoir 4500 personnes. Il y avait ce week-end-là 7000 personnes qui s'étaient déplacées et qui assistaient au match. Vous imaginez un petit peu la cohue que ça devait être. Le lundi, pour la fin de la rencontre, il y avait même le roi Baudouin qui était présent dans les tribunes. Et c'était une ambiance de folie. À l'époque, il n'y avait pas la télévision pour le retransmettre, mais c'était retransmis en direct à la radio par Luc Varenne, qui d'ailleurs c'est resté également comme un grand moment de la radiophonie en Belgique, cette retransmission de cette rencontre. En finale interzonale, il se retrouve de nouveau face aux Américains et de nouveau sur le gazon de Brisbane. La première journée se passe pas très bien, nous sommes rapidement menés 2-0, mais la Belgique va réussir à renverser la situation pour remporter le double et même arriver à revenir à 2 partout grâce à une victoire de Philippe Wacher sur Herbie Flamm. Lors du dernier match, malgré un premier set très serré, Vic Sexas va prendre sa revanche sur Jackie Brichamp de la rencontre de 1953. Ils s'étaient déjà rencontrés en finale interzonale et Brichamp, je vous l'ai dit, l'avait remporté cette fois-ci.
En 1957, il n'y a pas de suspense malheureusement, Vic Texas s'impose en 3-7. Malgré tout, grâce à cette très belle rencontre où ils sont vraiment tout près de passer en Challenge Round, et grâce aussi à la rencontre historique de la finale de la zone européenne, Philippe Wacher et Jackie Brichamp obtiennent en fin d'année conjointement le trophée national du mérite sportif. Alors au sommet de sa gloire, Philippe Wacher décide de nouveau d'arrêter. Il fera encore quelques piges en double en Coupe Davis, mais il ne participera plus jamais au simple. Et Jackie Brichamp, qui va lui poursuivre sa carrière jusqu'en 1965, sera de nouveau vraiment trop seul et ne parviendra plus à atteindre qu'un seul quart de finale en 1960. Dommage, vraiment dommage qu'aucun nouveau partenaire de niveau international ne soit trouvé à Jackie Brichamp, car celui-ci réalise une fin de carrière vraiment exceptionnelle dans la deuxième partie des années 50. C'était vraiment un joueur de terre battue, un vrai crocodile, et de 1954 à 1961, il ne sera jamais battu avant les huitièmes de finale à Roland-Garros. Il va même atteindre la demi-finale en 1958 et 3 autres quarts de finale. Il va en plus réussir à remporter le tournoi de Monte-Carlo, l'une des plus grosses épreuves du circuit sur terre battue, encore aujourd'hui d'ailleurs, et il arrive à le remporter en 1957. Le duo Philippe Wacher-Jackie Brichamp va marquer durablement l'histoire du tennis belge. En tout, Jackie Brichamp va disputer 120 matchs et en remporter 71, le tout lors de 42 rencontres différentes sur 17 années. C'est énorme. Philippe Wacher, lui, ne dispute que, entre guillemets, 102 matchs. Il en remporte 66 lors de 39 rencontres différentes disputées sur 14 années. Ils sont évidemment incontestablement les recordman de sélection en Belgique. Pour comparaison, le troisième de la liste, c'est André Lacroix, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Excellent joueur des années 30, qui lui ne va remporter que 36 matchs sur 60. 60, c'est la moitié des matchs disputés par Jackie Brichamp. Cette semaine, j'ai décidé de consacrer mon portrait à Grete Tuminen, qui vient de remporter son deuxième titre ITF cette semaine à Antalya. Alors Grete est un des espoirs les plus importants du tennis féminin belge ces dernières années. Ses résultats chez les jeunes, juniors et même dans les catégories avant sont plus près du même niveau que étaient ceux d'Alison Van Uytvanck, de Anne-Sophie Mestak ou d'Elise Mertens, pour vous situer un petit peu, pour comparer un petit peu par rapport aux plus récentes réussites. Elle disputait encore les tournois juniors cette saison, avec notamment en point d'orgue une demi-finale à l'Open d'Australie en simple et une finale en double. Parallèlement, Grete a déjà débuté sa carrière dans les tournois pro il y a 2 ans, alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans, elle allait les avoir un mois plus tard seulement. Elle a disputé son tout premier tournoi à Maaseik, pour lequel elle a un 10 000 $ pour lequel elle a obtenu une invitation, et elle s'est hissée en finale, avec notamment une très belle victoire sur la 265e joueuse mondiale de l'époque, qui était la française Myrtille Georges. Ce résultat plus quelques autres lui ont permis de terminer la saison à la 939e place mondiale. Alors Grete a disputé moins de tournois pro l'année dernière. Son ambition était de vraiment très bien réussir chez les juniors en atteignant au moins le top 10. Elle était en passe d'y arriver. En 2014, fin 2014, elle atteignait un quart de finale à l'US Open. Puis, début de cette année, je l'ai dit, demi-finale à l'Open d'Australie. Malheureusement, par la suite, au printemps, elle s'est blessée et ça s'est moins bien passé pour la suite de sa saison junior. Et donc, elle n'a pas atteint, malheureusement, son objectif d'être dans le top 10 et de jouer les premiers rôles sur ce circuit junior. Grete a donc repris le circuit ITF Pro cet été. Dès son premier tournoi en Belgique, elle atteignait la finale, c'était à Nieuport et elle était sortie des qualifications. Durant le reste de l'été, elle a encore franchi 2 fois le premier tour dans des 25 000 $ à Coxide et à West End. Mais sa carrière a pris une toute autre tournure grâce à sa victoire au tournoi de pétanque qui était à 15 000 $ tout de même. C'était au Luxembourg et elle a battu sur son chemin 3 joueuses du top 500, dont Eileen Boykens et la française Arcangeli qui était 287e mondiale. Début octobre, elle partait pour la Turquie pour une série de 3 tournois dans la station balnéaire d'Antalya, 3 10 000 $, avec la ferme ambition d'en remporter au moins un. Ça s'est pas trop bien passé la première semaine, elle s'est arrêtée en quart de finale face à une joueuse qui a été plus efficace qu'elle ce jour-là. Mais Grete a trouvé le bon rythme
et a retrouvé son meilleur niveau dès la deuxième semaine, où elle a remporté ce tournoi. Le tournoi de la semaine a eu lieu en demi-finale. Elle rencontrait la tête de série numéro 2, Melis Sezer, qui est une Turque et donc qui avait le soutien du public. Grete a vite été menée 5-2, mais elle a réussi quasiment à revenir à égalité. Elle a eu des balles pour revenir à 5-5. Elle a malheureusement perdu ce premier set 6-4, mais elle a ensuite continué sur sa lancée et a facilement remporté les deuxième et troisième sets. En finale, elle a bénéficié de l'abandon à 6-3, 3-0 en sa faveur de la Roumaine Negreanu. Grete va encore disputer un tournoi à Antalya cette semaine, elle devrait commencer dès aujourd'hui d'ailleurs son tournoi. Elle espère évidemment doubler la mise, et de toute façon elle est très ambitieuse pour sa fin de saison. Elle espère être dans le top 400, ce qui signifie qu'elle devrait encore remporter 3 autres 10 000 $, donc c'est quand même, ça va être compliqué pour elle, mais c'est très ambitieux. Et pour 2016, d'ici un an à peu près, elle aimerait bien atteindre le top 250 mondial. Alors Grete est originaire de Turnhout. Elle a un jeu de frappe à plat avec une balle qui avance vite malgré un physique plutôt fluet. Bon, elle a quand même bien progressé à ce niveau-là, elle a grandi, elle s'est renforcée à ce niveau-là ces dernières années. Elle préfère jouer sur les surfaces rapides. Effectivement, c'est un style de jeu qui est plus efficace sur ce style de surface. Et ben voilà, elle a en tout cas les qualités pour grimper rapidement dans la hiérarchie. Et d'ici 2 ou 3 ans, on pourrait la retrouver dans le top 100 et la voir rejoindre les meilleures joueuses belges à la WTA. Il y a eu un autre succès belge sur le circuit futur cette semaine, c'est celui de Niels De Zeyn à Saint-Dizier. Niels, on le connaît, on sait que c'est un super joueur au niveau des futurs. Il en a déjà remporté 24. Les statistiques sont difficiles à trouver sur le site de l'ITF, mais je pense qu'il est dans le top 3 des plus grands vainqueurs de futurs de l'histoire de ces tournois qui ont une petite vingtaine d'années. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il nous réalise à ce niveau-là. Malheureusement, il a un petit peu de mal à poursuivre à ce niveau-là dans les challengers. Pourtant, il gagne déjà des futurs de gros niveaux. Hein. Saint-Dizier, c'est un 15 000 $, je l'ai dit. Mais bon, il a quand même réussi à remporter son premier challenger en début d'année. On pensait qu'il allait enfin pouvoir faire sa breakthrough year, comme dit l'ATP, sur ce circuit-là. Mais bon, il a eu un été assez difficile. Et peut-être qu'il est relancé maintenant grâce à cette victoire à Saint-Dizier et celle à Bagnères de Bigorre le mois précédent. Un troisième joueur a disputé une finale cette semaine. Il s'agit de Julien Dubail qui était donc en finale à Tel Aviv. C'est déjà la troisième finale de la saison pour Julien, ce qui est pas mal. Malheureusement, c'est aussi sa troisième défaite à ce niveau. Il y avait encore 3 filles qui ont atteint des finales en double. Il s'agit de Kimberly Zimmerman à Santa Margherita di Pula, de Sophie Oyen à El Kantaoui, Sophie qui a également atteint les quarts de finale en simple, et encore dernière joueuse en finale, c'était Steffi Distelmans à Heraklion. Au plus haut niveau, la belle performance de la semaine, c'est évidemment la demi-finale de Kirsten Flipkens à Linz. C'est la deuxième demi-finale de Kirsten cette saison dans les tournois WTA. Elle y était déjà parvenue à Istanbul au mois de juillet. Mais celle-ci a une saveur particulière parce que Kirsten, il y a très peu de temps encore, n'était pas sûre de pouvoir remonter sur un terrain cette saison. Elle y est parvenue, elle a réussi à revenir pour ce tournoi de Linz et pour le tournoi de Luxembourg cette semaine, et a réalisé un superbe parcours en battant au premier tour Lepchenko, celle qu'il avait battue à l'US Open, et au deuxième tour Caroline Wozniacki, qui est quand même l'ancienne numéro 1 mondiale. Alison Van Uytvanck a également franchi un tour dans ce tournoi. Malheureusement, elle a un peu loupé le coche au deuxième tour face à la Suédoise Johanna Larsson, qui semblait pourtant à sa portée. Au Challenger de Corrientes en Amérique du Sud, c'est en Argentine, les résultats sont un tout petit peu moins bons que la semaine dernière pour Joris Delors et Kimmer Coppejans, mais Kimmer a tout de même atteint un quart de finale, et Joris, lui, est sorti du tableau qualificatif, donc c'est pas encore si mal. Retour en Europe, Romain Barbosa, lui, il est également sorti des qualifications dans un challenger, c'était à Brest. Au niveau des moins bonnes nouvelles, ça s'est pas aussi bien passé à Ho Chi Minh Ville. Première étape d'un circuit de 3 tournois asiatiques, challenger asiatiques
que sont partis disputer Germain Gigonnon et Yannick Mertens. Tous les deux ont été battus au premier tour en simple comme en double côte à côte. Ça s'est moins bien passé également pour Steve Darcy à Rennes, il était tête de série numéro 3. Il a été battu au deuxième tour, ce qui, pour son niveau, il doit quand même pouvoir faire mieux dans ce genre de challenger. Il était d'ailleurs tenant du titre. Au plus haut niveau, David Goffin a été battu au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai. Bon, il a été battu par John Isner qui est mieux classé que lui, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais on attend quand même de David que de temps en temps il réalise une perf à ce niveau-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a plus vu vraiment jouer son tout meilleur tennis. Probablement depuis son fameux match contre Djokovic à Cincinnati, ce qui remonte quand même maintenant à 2 mois. Bon voilà, il n'y a pas péril à la demeure. À la fin de la semaine, il va tout de même perdre les 300 points de sa finale à Bâle la semaine dernière, donc il va perdre 2 ou 3 rangs au classement ATP. Et on espère quand même qu'il va remporter 1 ou 2 matchs importants dans les deux derniers tournois de sa saison pour prendre confiance en vue de la Coupe Davis. Inscrite trop tard pour le tournoi de Linz, Yanina Wickmeyer a été contrainte de passer par les qualifications où elle a été battue d'entrée. Malheureusement, sa bonne forme, elle n'a pas pu poursuivre sa bonne forme de sa tournée asiatique. Dernière moins bonne nouvelle, Jonas Merckx a été battu dès le deuxième tour du futur de Sharm el-Sheikh. Il a été contraint à l'abandon en raison d'un état grippal. Il souffrait beaucoup de la gorge notamment. Pas de gros problèmes, c'est pas trop grave en tout cas. Il espère bien disputer la suite de cette série de tournois en Égypte cette semaine. Dans les classements, vous pouvez voir que Ruben Bemmelmans perd 6 places. Et bon, il conserve sa place dans le top 100, mais il va falloir encore remporter quelques matchs pour prendre confiance comme David pour la Coupe Davis, mais aussi pour s'assurer sa place dans le tableau final de l'Open d'Australie. Vous voyez que Arthur De Greef poursuit sa progression. Il a obtenu les points de sa 3e victoire en futur, c'était à Porto. En 3 semaines, c'est 120 places que Arthur a grimpé. C'est assez exceptionnel à ce niveau-là. Enfin, dernier mouvement de la semaine chez les garçons, une chute de 37 places pour Clément Gaines. Pas de panique à ce niveau-là, c'est pas très grave. Clément vient juste de perdre les derniers points qu'il avait remportés en 2014. Il n'a plus aucun point à défendre d'ici la fin de l'année, donc il a tout à fait les moyens de revenir dans le top 400 d'ici les 2 derniers mois de tournoi. Chez les filles, Alison Van Uytvanck et Yanina Wickmeyer gagnent toutes les 2-3 places et s'installent plus confortablement dans le top 50. La grande gagnante de la semaine, vous le voyez, c'est évidemment Kirsten Flipkens qui revient dans le top 100 et qui s'est probablement assuré sa place dans le tableau final de l'Open d'Australie. C'est un petit peu plus embêtant par contre pour Anne-Sophie Mestak qui continue à perdre quelques places et pour qui ça va être vraiment difficile d'accrocher le tableau final à Melbourne. Vous voyez encore 2 autres petits bons. Claire Cheli-Buns, c'est seulement 8 places de remportées. C'est pas énorme, mais comme elle a beaucoup perdu ces derniers mois, après vraiment une saison très difficile, je tenais quand même à le faire remarquer qu'elle était légèrement en hausse cette semaine. Vous voyez aussi que Grete Minen gagne déjà 15 places, mais c'est évidemment la semaine prochaine qu'elle va faire un grand bond, et normalement elle devrait rentrer dans le top 500. Voilà, c'est terminé pour cette 16e vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.